Bonjour, merci. Donc, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un défi pour moi parce que le thème dont je vais parler me fait un peu sortir du cadre de mon travail classique, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous et puis on verra quelle est votre réaction. Et je voudrais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2 mois. En fait, le 17 mars 2022, on avait une réunion virtuelle sur Zoom avec les 27 représentants des pays membres du comité directeur du journal Astronomy and Astrophysics, qui est le journal européen d'astronomie. Il se trouve que je suis le directeur de rédaction de ce journal et le sujet, c'était du fait de l'événement qui se passe en ce moment en Ukraine, faut-il ou pas boycotter les auteurs russes ? La parole fut donnée au professeur Yatskiv, professeur ukrainien qui est à l'origine de l'astronomie en Ukraine, quelqu'un d'assez âgé, et il a dit qu'à son avis, il n'était pas question de boycotter les chercheurs individuels, et puis il a commencé à parler, et tout d'un coup, une sirène s'est mise à retentir. Le bombardement était imminent, il nous a quittés, il est allé dans les sous-sols de l'observatoire, et on s'est retrouvés face à son bureau vide. Et moi, d'habitude, quand je suis dans une conférence Zoom, j'ai beaucoup de mal à percevoir la réalité des gens qui sont de l'autre côté. J'ai l'impression que je pourrais presque me mettre les doigts dans le nez sans qu'on s'en rende compte. J'ai l'impression vraiment d'être dans un monde complètement... Je suis chez moi, vous avez vu ces images de personnes en costume cravate et puis en maillot de bain en dessous, etc. Et je suis complètement là-dedans. Et là, on pouvait sentir l'émotion dans les pixels de l'écran. Et chaque personne ressentait cette même émotion. On avait une communion d'esprit tout d'un coup, et le présent s'était immiscé dans notre monde où on étudie l'univers sur des échelles de milliards d'années, et tout d'un coup, on était là en pleine réalité. On a continué un peu à discuter, le professeur Yatskiv est revenu, il a repris la parole, on a décidé de ne pas boycotter les chercheurs russes, mais finalement, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est ce qui était dans les silences et ce message qu'il donnait. Il était à l'observatoire de Kiev, sous les bombes, et il considérait que c'était important de risquer sa vie pour étudier l'univers sur des échelles de temps qui s'échelonnent en milliards d'années, où on pourrait se dire l'univers a attendu 13,8 milliards d'années, il peut bien attendre encore un peu. Et ça, pour moi, cette sirène-là, on l'entend aujourd'hui dans les jeunes générations qui sont en train d'étudier, par exemple l'astrophysique, qui s'inquiètent, qui s'angoissent de la crise planétaire, que ce soit le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, la pandémie, etc. Et pour de bonnes raisons, ils s'inquiètent de l'incursion dans un temps individuel de phénomènes qui, avant, s'échelonnaient sur des centaines de milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Quand on étudiait l'histoire de la planète, avant, il ne fallait pas agir dans les 3 mois qui suivent pour influencer. On n'était pas encore dans l'ère de l'Anthropocène, qui part ailleurs, se trouve avoir commencé à peu près au moment où l'humanité a pu étendre son domaine de connaissance, l'oikoumene, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire le champ qu'on peut investiguer par opposition à la terra incognita, jusqu'aux confins de l'univers. À partir du moment où on était capable de voir jusqu'aux confins de l'univers, on est entré dans cette ère de l'Anthropocène où l'homme influence la Terre. C'est une parenthèse. Et donc, on s'est retrouvé face à ce conflit de nouveau entre 2 temps, le temps de l'univers et le temps de l'individu, le temps de la planète. Comment peut-on gérer ça ? On a un sentiment d'impuissance. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut extraire de notre compréhension de l'univers, de la physique, des principes invisibles qui nous aident à comprendre ce qui conduit le cours du temps, ce qui fait qu'on est à contre ou pas à contre-courant, et quel est l'enjeu ? Est-ce qu'il y a un enjeu là, transformationnel pour notre société, et est-ce qu'on peut tirer un enseignement de l'univers ? Vous savez que l'univers n'est pas du tout un être lointain, éternel et immuable. L'univers nous sert de microscope pour voir exactement ce qui est ici, aujourd'hui et maintenant, et qu'on a du mal à voir. Mais j'ai certains collègues qui ont publié un article dans Nature en faisant le bilan carbone de l'astronomie, et jusqu'à dire que, dans une interview pour un journal, qu'il fallait arrêter toute construction d'observatoire, qu'il ne fallait pas lancer le télescope spatial James Webb pour ne pas participer au bilan, à la pollution de la planète, même si c'est une contribution extrêmement négligeable. Et là, plusieurs d'entre nous ont réagi, même parmi ceux qui sont les plus actifs pour minimiser la production de carbone par la communauté astronomique, parce que c'était pousser le bouchon vraiment très loin que de dire qu'il fallait arrêter de s'interroger sur l'univers le temps de résoudre la crise, comme si on pouvait faire une pause, alors qu'on va perdre toute l'expertise, par exemple, pour réaliser un satellite si on fait ça. Alors, l'univers,
C'est une histoire, c'est un livre d'histoire. Vous savez que Georges Lemaître, qui est l'inventeur du Big Bang, a repris la phrase de Descartes et il a dit « Mundus est fabula », le monde est une histoire, et il a ajouté que chaque génération s'efforce d'améliorer. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de voir cette histoire sous un angle nouveau, parce qu'à chaque fois qu'on a changé d'angle sur l'univers, on s'est rendu compte qu'il changeait. Le 23 février 1895, un astronome qui s'appelle Edward Barnard a observé le ciel et il a vu un trou dans la voûte céleste, un trou noir dans la voûte céleste. Il s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce truc. Il s'est dit c'est probablement quelque chose de fondamental qui va changer complètement notre compréhension de l'univers. Il pensait véritablement qu'il y avait là un trou dans le ciel. Et puis quand on a regardé ce trou autrement, moi j'y vois ici un serpent et une pomme, et qui, pour ceux qui s'interrogent sur le sens symbolique de la jeunesse, peut-être apprendront quelque chose en sachant que la nature de la pomme et du serpent, ils sont de même nature tous les deux, et qu'on a fini par comprendre ce qu'il y avait dans la pomme. Voilà, ça fait un moment que le bouquin a été écrit, ça fait un moment que les gens se demandent ce qu'il y a dedans. Il a fallu envoyer un satellite qui a regardé dans l'infrarouge, et ce qu'il a vu, c'est que ce trou dans le ciel, c'était en réalité un système solaire vu 200 000 ans avant sa naissance. En regardant dans l'invisible, en regardant dans l'infrarouge, on a vu naître un système solaire, on a vu le système solaire tel qu'il devait être 200 000 ans avant sa naissance. Cette idée-là, le fait qu'on puisse voir dans l'invisible, disons, nos origines, ça nous a conduit, avec deux réalisatrices il y a quelques années, à imaginer de faire un film où il y avait une rencontre entre la vision de l'astronomie et la vision des Indiens qui vivent dans le désert de l'Atacama pour la raison suivante. Ces trous dans le ciel, que je vous ai montrés là, sont très visibles quand vous êtes dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, vous avez une vision du centre galactique, où les étoiles sont les plus concentrées, et vous pouvez reconnaître des formes qui ressemblent aux animaux. Et pour les Incas et les Indiens atacameños du désert de l'Atacama, ils reconnaissaient le renard, la vigogne et le lama dans ces constellations. Pour eux, ces animaux étaient le lieu où résidait l'âme des animaux et qui est à l'origine du principe de vie des animaux. Or, justement, quand on étudie ce qu'il y a à l'intérieur de ces nébuleuses sombres, on s'aperçoit qu'elles sont à l'origine de la naissance des systèmes solaires où peut germer la vie. Et on a construit un télescope dans le désert d'Atacama pour étudier ces nébuleuses sombres, qui est l'âme des animaux selon les Indiens, constituée donc de 60 antennes. Et savez-vous comment on l'a appelé ? On l'a appelé ALMA. Et ALMA, ça veut dire âme en espagnol. J'ai rencontré un des membres du comité qui avait donné le nom à ce télescope et je lui ai dit, qui était américain, je lui ai dit « Mais pourquoi vous avez choisi ALMA ?» Je me demandais s'il connaissait les légendes indiennes. Il m'a dit « Moi, je préférais lama parce qu'au moins lama, ça veut dire quelque chose. » Il n'avait aucune idée du fait qu'il avait choisi un nom qui était tout à fait pertinent. Ils n'avaient aucune idée de ce que pensaient les Indiens. Et donc, dans ce film, on avait voulu faire rencontrer ces deux communautés. Et d'ailleurs, à la suite du film, on a fait faire une prière à la Pachamama, à la Terre-Mère, aux astronomes américains et européens, pour demander l'autorisation à la Terre de faire ce télescope pour aller percer les mystères de l'invisible. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que lorsque on a voulu faire ce film, on est allé donc dans le désert de l'Atacama, et les réalisatrices ne m'avaient pas prévenu que les Indiens qu'elles avaient rencontrés, Carlos Aguilar, chef de communauté indienne, et Don Cecilio, un chaman, n'avaient pas du tout envie de rencontrer quelqu'un qui venait du monde de la technologie, parce que, par exemple, une mine de cuivre là-bas est en train de polluer la nappe phréatique, et les gens ont une espérance de vie diminuée à cause de ça. Ils avaient mis une condition. On va lui poser quelques questions hors champ, et selon les réponses qu'il va nous donner, on fera ou on ne fera pas le film. Donc je me suis retrouvé assis sur une chaise au milieu du désert devant une bicoque, avec ces deux Indiens, dont Carlos Aguilar, que vous voyez ici, qui m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, en gros, nous, quand on regarde le ciel, c'est pour que ça apporte quelque chose aux êtres humains. Et vous ? Alors, quand vous connaissez le métier d'astrophysicien, vous avez une petite idée de la réponse. On est loin du compte pour ce qui est d'être les plus utiles, de manière directe, à l'être humain. Et donc, je lui ai dit, dans un espagnol rudimentaire, nous, quand on regarde le ciel, c'est pour essayer de comprendre l'origine des étoiles, l'origine des galaxies. C'est un regard tout à fait différent du vôtre. Mais mon œil gauche voit le monde en 2 dimensions, mon œil droit voit le monde en 2 dimensions, et quand on combine ces 2 regards avec ces 2 perspectives différentes, peut émerger une 3e dimension, une sorte de profondeur du monde, quelque chose qu'on ne connaît pas et qui nous amène vers quelque chose de nouveau. Ils ont souri, et on a fait le film.
Le message de ma présentation, c'est ça. Cette collision entre deux temps, le temps de l'univers et le temps de l'individu, peut être une opportunité pour voir autrement et pour changer les choses. Vous avez certainement vu cette image du trou noir au centre de la Voie lactée, de 4 millions de masses solaires, qui s'appelle Sagittarius A star. C'est un exploit extraordinaire que d'arriver à voir la silhouette d'un trou noir, et pour ça, il a fallu combiner 8 regards de 8 observatoires disséminés sur toute la surface de la Terre. En combinant les regards, on a vu l'impossible. On a vu un trou noir, avec des perspectives différentes. Savez-vous pourquoi il s'appelle Sagittarius A star ? Parce que Robert Brown, en 1982, lorsqu'il a fait la découverte d'une source radio au centre de la galaxie, dans la direction du Sagittaire, là où il y avait l'autre trou noir en forme de serpent, il s'est dit, ce truc-là, c'est totalement excitant. Il y a une potentialité de découverte extraordinaire. Et il s'est souvenu que lorsqu'un atome est excité, lorsque l'hélium est excité, quand il reçoit un excès d'énergie, on appelle hélium star. Et donc il a appelé Sagittarius A star parce que c'était excitant. Non pas pour décrire la caractéristique de l'objet, mais parce que lui-même était excité par cette idée-là. Et donc, en fait, pour moi, le second point que je voudrais dire, c'est que ce choc, cette collision entre deux temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui, doit mener à un choc star, c'est-à-dire à une vision qui peut nous éclairer et qui peut être excitante. Sinon, si c'est juste pour ralentir le mouvement qui nous fait aller vers une fin calculée d'avance, c'est une catastrophe. Alors c'est pour ça que j'emploie le mot de réconciliation avec la physique, parce que je voudrais vous dire pourquoi il y a eu, dans le choix des mots qu'emploient les physiciens, en particulier du fait qu'il n'y a plus, les physiciens ne sont plus des philosophes, hein, et ils emploient des termes pour décrire les processus physiques qui ont des conséquences philosophiques, métaphysiques, qu'ils ne contrôlent plus. Et je voudrais vous parler d'un de ces termes qui a une influence, à mon avis, majeure. Pour qu'on ait besoin de se réconcilier avec l'univers, ça veut dire qu'on a eu une tension avec l'univers, qu'on a eu un problème, qu'on est fâché avec l'univers. Pourquoi voudrions-nous nous réconcilier avec l'univers ? Bien, la raison, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel livre de physique, ou si vous surfez sur Internet et vous vous demandez pourquoi le temps passe, qu'est-ce qui fait que le présent est différent du passé et du futur, vous allez trouver que c'est la loi de l'entropie. L'entropie qui augmente. Et la loi de l'entropie, par exemple dans How Stuff Works, l'entropie décrit comment le désordre s'installe dans un système aussi vaste que l'univers. Vous voyez, une sorte d'explosion. L'encyclopédie Britannica vous dit que l'idée qu'un système peut s'ordonner spontanément, c'est pas possible. D'accord ? L'entropie vous dit que ce n'est pas possible qu'un système s'ordonne spontanément. Donc, et vous allez chercher un peu partout, même dans les livres de physique, même de certains prix Nobel de physique, leur façon de résumer les choses, c'est de vous dire qu'il y a un terme, l'entropie, c'est le désordre, et le monde tend vers toujours plus de désordre. La traduction, c'est « le monde a commencé avec une explosion, et ça va finir pire ». Donc, faut-il se réconcilier avec l'univers ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que sinon, on est en train de dire aux jeunes « venez nous écouter, nous les physiciens, on va vous expliquer pourquoi vous êtes foutus. On va vous le démontrer, et c'est implacable, c'est fatal. » Donc la physique, c'est la loi de la fatalité. Alors pourquoi c'est la loi de la fatalité ? Pourquoi l'univers est-il censé aller vers toujours plus de désordre ? Parce que si je prends ce verre et que je le lâche et qu'il tombe par terre, il va casser. Et si vous regardez dans la nature des verres cassés, vous n'allez jamais les voir se reconstituer spontanément, comme le dit l'encyclopédie Britannica, jamais un verre va se constituer spontanément. Et donc le monde va toujours aller vers ce qui est les états les plus probables de distribution des morceaux de verre un peu partout. C'est ça qui fait qu'on parle de désordre. Alors maintenant, si je vous demandais de compter le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, et que vous me disiez, il y a 54 femmes, je vous dirais, d'accord, mais ça ne me donne pas le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle. J'ai besoin de savoir combien il y a de femmes et d'hommes. J'ai besoin de savoir combien il y a de personnes. Il manque un composant. Si je vous dis maintenant qu'un verre, lorsqu'il casse, il se casse en 18 morceaux, je ne vous ai dit que la moitié de l'histoire. Parce qu'en 1905, Einstein a expliqué que E égale mc2 voulait dire que la nature peut être décrite par la matière et par l'énergie. Or, et c'est ça le mot-clé, l'énergie peut s'égrener. L'énergie peut s'égrener. C'est ça qu'a découvert Einstein en 1905. Elle peut s'égrener comme le sable d'un sablier. Qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie peut s'égrener ? Ça veut dire que vous pouvez casser l'énergie en 1000 morceaux, qui s'appellent des photons. Que fait le Soleil au moment où je vous parle ?
Le Soleil, c'est un verre qui s'est constitué spontanément. Ce sont des éléments de matière qui sont mis ensemble, comme les morceaux de verre qui sont mis spontanément. Ça s'est fait naturellement dans l'histoire de l'univers. Ça a fabriqué une machine qui est capable d'égrener l'énergie sous la forme de lumière et grâce à laquelle on vit aujourd'hui. Toute l'histoire de l'univers, c'est une histoire de machines qui se construisent, qui s'ordonnent de plus en plus, depuis la naissance du premier atome, la première molécule, la première étoile, la première planète, les nébuleuses, les galaxies, jusqu'à la vie. Toute cette histoire est exactement l'inverse de ce que vous pouvez lire dans l'Encyclopédie Britannica, dans tous ces blogs et dans tous ces livres de physique. Ce qui s'est vraiment passé quand on est astronome, c'est que le monde n'a cessé de s'organiser, et pas du tout de se désordonner. Sinon, on aboutit à la conclusion que nous sommes un miracle. Les êtres vivants sont tellement organisés avec leur code génétique que dans un monde qui tend vers toujours plus de désordre, qui a commencé avec une explosion, on ne devrait pas exister. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment cette transformation du monde se produit, comment cet égrenage d'énergie se produit. Alors, l'énergie, c'est aussi un terme qui est assez flou, n'est-ce pas? L'entropie, c'est déjà flou, alors l'énergie. Donc, je vais essayer de vous illustrer ce que c'est que de l'énergie avec un outil très sophistiqué qu'on appelle la pâte. Et le type de pâte qu'on appelle la spaghetti. Voici quelques spaghettis. Et la question que je voudrais vous poser est la suivante. Quelle quantité d'énergie faut-il pour que l'un d'entre vous émette cette pensée « mais qu'est-ce qu'il dit ?» D'accord ? La pensée « mais qu'est-ce qu'il dit l'orateur ?» ça a un coût énergétique. Le coût énergétique de cette pensée-là, c'est à peu près ça. 1/4 de centimètre de spaghetti. Alors, quelle quantité vous faut-il, ou quelle quantité me faut-il pour donner cette présentation devant vous depuis le début à la fin? Alors, voici une pomme. Et je vais vous montrer, je vais vous faire une expérience, nous sommes des expérimentateurs, en temps réel, avec cet objet, de la quantité d'énergie qu'il faut pour donner une présentation comme je vais faire maintenant. Ma femme m'a dit d'aller jusqu'au bout, sinon je m'étrangle. Voilà. 2 bouchées de pommes. Il faut 2 bouchées de pommes pour faire ce talk. Et je sais parce que quand j'ai fait le calcul, ça m'a déprimé. J'étais à 2 doigts d'aller à la machine à chocolat, la barre chocolatée à côté de mon bureau. Je ne l'ai pas fait. Depuis, j'ai plus bouffé un Mars. Donc c'est super efficace. Si vous voulez maigrir, faites le calcul. Donc, on se retrouve dans cette situation-là où l'énergie est ce qui permet de faire une transformation. La première transformation qu'on peut faire, c'est une pensée, par exemple. Seulement, le problème, c'est quand on s'intéresse à tout l'univers. Là, il disait, l'univers va toujours plus de désordre. L'énergie de l'univers ne change pas. Tout se transforme, mais rien ne change. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour l'univers? Pour l'univers, comme l'énergie de l'univers ne change pas, on est obligé de s'interroger sur l'histoire de l'entropie de l'univers, de cet égrenement de la lumière. Et effectivement, quand on suit toute l'histoire de l'univers et qu'on calcule la capacité qu'a une planète d'égrener la lumière, une étoile d'égrener la lumière, ou la vie, on s'aperçoit que la machine la plus efficace pour égrener l'énergie, c'est nous, c'est les êtres vivants. Si je prends monsieur qui est ici, je ne connais pas monsieur, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, je ne connais pas son poids, mais je vais vous faire une prédiction sur le poids de monsieur. Si le soleil avait le poids de monsieur, précisément le poids de monsieur, que je ne connais pas, on ne se connaît pas, si le soleil avait le poids de monsieur, eh bien monsieur rayonnerait 200 000 fois plus de particules de lumière que le soleil. Monsieur rayonne 200 000 fois plus de particules de lumière que le soleil, et rassurez-vous, chacun d'entre nous. Donc on est des machines avec une efficacité qui est inégalable dans l'univers à égrener la lumière et l'énergie. Donc, ça, c'est une des raisons les plus fortes, à mon avis, de penser que la vie existe ailleurs dans l'univers. D'ailleurs, le télescope spatial James Webb a pour objectif d'essayer de trouver des signatures de vie sur d'autres planètes. On en connaît plus de 5000 aujourd'hui, et on pense qu'il y a environ 10 milliards de terres potentiellement habitables dans notre galaxie. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère où peut-être on pourra trouver de la vie ailleurs dans l'univers. D'ailleurs, on mesure le métabolisme, le taux métabolique d'un être vivant, l'intensité avec laquelle les réactions chimiques se produisent dans son corps, par le rayonnement de cet être vivant, par sa chaleur. Plus vous êtes
disons, plein de vitalité, plus vous allez rayonner de la chaleur. Et c'est ce qu'a fait Max Kleber en 1930. Il a mesuré la vitalité des animaux et il s'est rendu compte qu'un animal 10 fois plus massif qu'un autre rayonnait 6 fois plus. Ça, c'est ce qu'il a vu avec des animaux. Ici, j'ai mis un écureuil et un éléphant, mais ça va sur tous les types d'animaux. Eh bien, nous, avec notre équipe, on s'est posé la même question avec un autre type d'animal qu'on appelle les galaxies. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles qui produit de la lumière, et cette lumière, elle vient principalement des naissances de nouvelles générations d'étoiles. Si vous comparez la lumière des galaxies et en quelque sorte leur métabolisme, puisque c'est le rythme auquel elles donnent naissance à des étoiles, avec leur masse, elles suivent une loi de Kléber. Elles suivent exactement la même loi que celle des animaux. Quand on a fait cette découverte, ça a été un bouleversement dans le domaine de l'astrophysique, parce que les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les galaxies sont en permanence harcelées. Elles sont harcelées. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de harcèlement, d'étranglement, de dénudage, de violences qui sont faites aux galaxies. Il n'y a pas d'association de protection des galaxies parce qu'elles n'ont personne pour parler en leur nom, donc je suis là devant vous aujourd'hui, je suis en partie rémunéré par l'univers. Et alors, c'est arrivé en 1996, cet astronome qui s'appelle Ben Moore est arrivé. Alors, à l'époque, on avait juste des transparents en plastique qu'on mettait sur un vidéoprojecteur. On était à Santa Barbara, il y avait la plage pas loin, c'était sympa, mais on écoutait quand même le talk, on allait se baigner après. C'est trop chaud de toute façon la journée. Il arrive, il dit éteignez les lumières. Je vais vous montrer un film. Alors nous, on était contents. Un film. Donc, il nous montre un film. Ce n'est pas les films qu'on a aujourd'hui, c'était une simulation, bon, c'est une des premières. Et là, il y a une galaxie qui va croiser une horde de galaxies. Une horde de galaxies. Elle va pour la croiser et elle se fait déchiqueter. Mais complètement déchiqueter. Et il appelle ça Galaxy Harassment. Son article est pareil dans Nature. La lumière se rallume, silence dans la salle. Tout le monde est estomaqué, puis il y a quelqu'un qui lève la main et qui fait « Mais elle est passée où, la galaxie ?» A pu. Oui, mais il y a des galaxies dans l'univers. Il était tellement fasciné par son programme et par son film qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait complètement détruit l'univers, en fait. Il n'y avait plus de galaxies dans son truc. Donc, en fait, ça, c'est un des problèmes avec les théoriciens. Le problème de l'Einstein, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Mais voilà. Et donc, voilà. Mais l'univers, il existe, donc à un moment donné, il y a un principe de réalité. N'empêche que les galaxies, c'est vrai, subissent ce type d'action, de harcèlement. Et donc, si malgré ça, elles suivent la loi de Kléber, c'est que les galaxies exercent une forme de résilience, c'est-à-dire de capacité de maintenir leur métabolisme malgré les effets d'environnement. Alors, pour tester l'origine de cette résilience, nous sommes allés, quand on est démuni, tout le monde le fait, donc ce n'est pas la peine de me regarder, à l'église. Une chapelle désacralisée, Torre Girona, près de Barcelone, où on avait localisé l'un des plus puissants ordinateurs à l'époque, 2007, et où on a créé un univers virtuel pour essayer de voir quel était le secret de la résilience des galaxies. Et là, ce qu'on a découvert, c'est un truc complètement dingue, c'est que les galaxies sont distribuées dans une espèce de toile cosmique, mais quand on zoome dessus, avec ce code, on s'est aperçu qu'elles étaient nourries en permanence par des fleuves cosmiques qui les nourrissent de matière et qui est à l'origine de leur vitalité, et qu'en fait, tout est relié dans l'univers. C'est rigolo, on est allé à l'église pour voir qu'on est tous reliés, religieux, etc. Donc voilà, vous pouvez partir sur une secte. Mais bon. Alors, ces trucs-là ont été vus dans l'ordinateur, on n'a pas encore réussi à en avoir la preuve observationnelle, mais on est pratiquement convaincu qu'ils existent. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsque l'eau coule dans la galaxie, elle se met à tourner, à danser sur elle-même. Alors, pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire qu'une galaxie tourne sur elle-même, je vais essayer d'arriver à un concept qui s'applique à nous, mais en passant par l'univers. J'espère que vous allez continuer à me suivre, parce que là, vous êtes en train de vous dire « Ben là, il est parti sur son truc ». Vous voyez une vue de dessus de ce qu'on verrait si on voyait la galaxie, si on pouvait en sortir, on ne peut pas en sortir. Et nous, on est ici. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pendant que je vous parle, nous, les terriens, nous sommes en train de donner naissance à de nouvelles étoiles parce qu'on est en train de se déplacer avec le Soleil à 800 000 km/h autour de la Voie lactée, dans un mouvement cohérent avec les autres étoiles qui engendrent des vagues, qui sont à l'origine d'écumes dans laquelle naissent de nouvelles générations d'étoiles. Et par ce mouvement où chaque étoile est libre de son mouvement, mais crée des ondes
un peu comme les ondes qu'on a dans notre cerveau, 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, 100 milliards de neurones dans le cerveau, on est en train de participer à la fécondité de la galaxie et à sa résilience. Je vais vous le montrer. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné l'image que je vous ai montrée là par un logiciel de réalité virtuelle d'intelligence artificielle avec l'image d'un océan avec une vague, pour vous montrer qu'en fait, ce bras en spirale que vous voyez là n'est pas un objet physique, c'est vraiment une vague. Et si on zoome dedans, en fait, une vision à nouveau en combinant l'image de l'univers et d'une vague à partir d'intelligence artificielle, cette belle image que vous voyez là, c'est l'écume des vagues dans laquelle naissent de nouvelles générations d'étoiles. Et ce qui est joli, je m'en suis rendu compte en réalisant l'image, c'est que qu'est-ce qui fait l'écume des vagues quand vous allez vous regardez des vagues sur l'océan? Cette couleur blanche, c'est que l'eau capture des bulles d'air et que ces bulles d'air sont entourées de micro-organismes, de matière organique, donc, et qui sont à l'origine de la couleur blanche de la vague. Or, ça fait des décennies que j'étudie l'univers en regardant cette écume que nous on appelle des nuages moléculaires géants, dont l'enveloppe est faite de molécules complexes qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, peu importe, c'est des molécules complexes, pH. Cette enveloppe de matière organique se comporte exactement comme l'enveloppe des bulles d'air dans la vague, et nous sommes dans l'écume d'une vague, une véritable vague qui se déplace dans la galaxie. Si maintenant on zoome dedans, on va s'apercevoir de ces magnifiques tableaux que font le Hubble Heritage Project, qui est à la fois des artistes et des astronomes qui travaillent sur ces images, qui sont fausses au niveau des couleurs, mais informatives, parce que chaque couleur vous enseigne quelque chose, et qui est un lieu de turbulence. Vous avez ici des chocs supersoniques. Et là, le secret commence à se révéler, c'est que de la même manière qu'un matériau résilient qui résiste au choc et qui ne casse pas a cette capacité de distribuer l'énergie des grandes jusqu'aux toutes petites échelles, ce que fait la galaxie, c'est qu'elle distribue le choc engendré par l'onde, la vague, des grandes ou toutes petites échelles, et tout en bout de la chaîne vont naître des étoiles dans des rivières célestes qui ressemblent à des fleuves. Ici, j'ai montré l'une de ces rivières célestes qui ressemble à une vue de dessus du Nil, qui fertilise le désert d'Égypte. Et c'est vraiment là que sont les lieux de fertilité de l'univers. Et là-dedans, vous avez des petits points blancs qui sont des fœtus d'étoiles qui sont en train de naître dans la rivière. De la même manière que les galaxies sont connectées par des fleuves cosmiques, les étoiles sont connectées par des rivières célestes. Et vous avez comme ça, si on reprend un zoom sur toutes ces composantes, la clé de la résilience des galaxies qui vient de cette capacité de distribuer l'énergie des très grandes vers les très petites échelles, vient à ce régime de turbulence qui est engendré par le mouvement cohérent des étoiles. Et je vous rappelle que ce mouvement cohérent, ces vagues qui sont à l'origine de cette fertilité-là, c'est 100 milliards d'étoiles qui tournent chacune individuellement autour de la galaxie, mais qui, de par leur mouvement, l'orientation de chacun de leurs mouvements, créent des ondes. Et ces ondes engendrent tout ce que je viens de dire là. Dans votre cerveau, les biophysiciens s'intéressent sur l'origine de la conscience dans le cerveau, et l'une des composantes qu'ils étudient, c'est l'activation cohérente des neurones, qui va par exemple venir encoder votre mémoire pendant la nuit, ou qui va participer à votre de conscience pendant le jour, et qui sont des ondes qui se propagent à l'intérieur du cerveau dans un mouvement cohérent de l'ensemble de ces 100 milliards de neurones. Et ici, c'est un peu pareil, où les 100 milliards d'étoiles ont un mouvement cohérent qui engendre des vagues et qui provoque cet état-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on s'aperçoit que il y a une collision donc, entre deux temps, le temps de l'individu et le temps de l'univers. On s'aperçoit que cette collision-là peut nous amener à un choc star, c'est-à-dire à quelque chose de meilleur, à condition qu'on soit capable de voir dans quel sens va le courant. Le courant, dans l'histoire de l'univers, ce n'est pas d'aller vers toujours plus de désordre, c'est d'aller vers une organisation de plus en plus grande. C'est ce que nous montre l'expérience. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Quel est le sens du courant? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à des problèmes planétaires qui se multiplient. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, l'épuisement des réserves naturelles, des ressources naturelles, etc. Au moment où les Nations Unies ont prévu une stabilisation de la population mondiale d'ici quelques décennies. Or, lorsqu'un système vivant atteint une stabilisation, on dit qu'il est adulte et responsable. Pour la première fois, nous disposons d'une hyperconnectivité
Internet qui nous permet d'avoir une sorte de conscience sociétale. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs présentations, une sur l'antifragilité qui dit que on peut faire d'un choc une force, une autre sur le fait qu'il y a des mouvements cohérents qui peuvent engendrer une sorte au niveau de la population mondiale, qui peuvent engendrer une sorte de conscience sociétale. Et je pense que ce que nous enseigne l'univers, c'est justement cette idée que ce que l'on voit comme étant une collision entre deux regards, entre deux chocs, peut apporter quelque chose de positif. L'univers a commencé avec une explosion, un choc, il a engendré tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'une étoile explose, une supernova, elle engendre un choc qui va donner naissance à de nouvelles étoiles. Lorsqu'une onde de choc se propage dans une galaxie, elle engendre de nouvelles étoiles. Si vous enlevez les chocs dans l'univers, cette capacité de transformation, cette croisée des échelles, vous perdez toute la fécondité de l'univers, toute la fertilité. Et la clé de voûte de ça, c'est l'interconnectivité entre les grandes échelles spatiales et temporelles, et petites échelles spatiales, et les grandes échelles temporelles et les petites échelles temporelles. Une supernova explose dans une fraction de seconde, elle va avoir un impact sur la turbulence qu'on voit ici, en interaction avec ce qui se passe sur des millions d'années à l'échelle de l'influx de matière dans une galaxie. Tout ça, ça signifie que, même si nous ne sommes pas capables de dire avec certitude que sera le lendemain, on est dans une logique qui n'est pas si éco-anxieuse que ce qu'on pourrait penser, pas si anxiogène que ce qu'on pourrait penser, si on change de perspective, si on s'inscrit dans une vision qui est celle de l'univers, de l'histoire de l'univers, où lorsqu'on est au milieu de la vague et qu'on voit la turbulence, on a l'impression qu'on est foutu, mais quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que tout est fait de ça. L'idée de vivre dans un monde stable, éternel, immuable, comme on l'avait dans les légendes anciennes, est totalement fausse. Les étoiles vivent, naissent, meurent, les galaxies vivent, naissent, meurent, et en fait, tout est changement, tout est transformation en permanence. Et ce que je vous propose de retenir dans ce que j'ai raconté ici, c'est que cette transformation, c'est d'aller toujours vers une structure de plus en plus complexe. Ça m'apprendra parce que, ouais, quand je dis qu'il faut aller vers une structure plus complexe, ça casse. Mais c'est normal, il ne faut pas s'étonner des chocs. Et merci pour ce choc qui me ramène à la raison. Puisque, effectivement, comme le disait le professeur Yatskiv, comme le vivait le professeur Yatskiv, on est confronté à des chocs qui sont à des événements majeurs dans l'histoire de l'humanité qui montrent que ce n'est pas demain la veille qu'on va arriver à faire cette transition. Et donc je voudrais conclure avec cette phrase que m'a dit José Saramago quand je l'ai rencontré avant qu'il soit décédé. L'écrivain José Saramago, je l'avais rencontré à l'occasion d'une interview parce qu'il s'inquiétait du fait que la mémoire des êtres humains puisse disparaître. Et donc tout son travail d'écriture, c'était de maintenir la mémoire des gens qui sont en périphérie de l'histoire, de ceux qui sont les oubliés, de celui qui a laissé sa trace de main dans une grotte préhistorique, etc. Il disait tous ces gens-là doivent continuer d'exister en nous. Et donc il voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans un trou noir. Est-ce que c'est vrai que le temps s'arrête dans un trou noir? Il m'interrogeait sur ce qu'on pensait du temps dans l'étude de la physique. Et effectivement, le temps, c'est ce qui nous échappe le plus. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le temps s'écoule dans un sens qui est celui de l'entropie qui croît, et donc de plus en plus de lumière, de plus en plus d'organisation. Et à un moment donné, je lui ai dit, on a eu une discussion sur le côté un peu pessimiste de certains de ses livres, et je lui ai dit, vous savez, des fois, l'être humain peut faire un choix, etc., qui peut transformer les choses. Il m'a regardé, il m'a dit, mais ça, c'est parce que vous êtes naïf. Il m'a dit, mais savez-vous qu'on a découvert récemment le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain? Alors j'ai dit non, je ne savais pas. Et il me dit, c'est nous. Et donc voilà, nous sommes des êtres humains en puissance, mais nous ne sommes pas nécessairement garantis d'être des êtres humains. Et l'étude de l'univers, pour moi, c'est comme un enseignement, puisque c'est un livre d'histoire qui nous raconte notre histoire, nos origines. Le télescope spatial James Webb, qui vient d'être lancé, a été lancé par des aléas de la programmation scientifique le 25 décembre 2021. C'est le jour de Noël. C'est total hasard. Ce n'était pas du tout fait pour. En 1999, le télescope Hubble, qui le précédait, a failli mourir. Tous ces instruments étaient en train de s'arrêter. Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, m'a raconté qu'il était membre de la mission qui est allée réparer le télescope Hubble. Il était en charge du bras mécanique qui tenait le satellite et qui allait le lancer pour qu'il reprenne vie. Il m'a dit, je l'ai lâché le 25 décembre 1999. C'est rigolo. L'image qui a révolutionné notre vision de l'histoire de l'univers,
le champ profond qui a été réalisé par Hubble, dans une image qui contient 12 milliards d'années d'histoire de l'univers, a été réalisé le 25 décembre 1995. Alors, effectivement, ces coïncidences me donnent à penser que on est en train de vivre un moment privilégié, un peu comme quand on attend un cadeau de Noël, on ne sait pas ce qui va arriver. Et je pense qu'il faut garder ce sentiment-là d'un choc star, d'une certaine manière, d'un Sagittarius A star, comme ce type, Robert Brown. Il voit un trou noir et au lieu de se dire c'est la fin du monde, tout va s'effondrer dedans, il dit non, c'est excitant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui sur de nouvelles théories à partir des trous noirs. Arrêtons de dire que le monde tend vers plus de désordre, agissons ensemble, et c'est ensemble qu'on va pouvoir trouver une solution. Merci.